18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions sur cette tranche Kinshasa. Directeur, aujourd'hui, on va parler de l'occupation de Rutshuru, Kiwanja. Quelles concessions pour le dialogue intercongolais? Faudra-t-il y participer? Ça sera avec les députés nationaux Jean-Baptiste Kasekwa Mouindo, qui sera de notre élu du Nord Kivu. Occupation ou agression rwandaise, comment sauver la patrie? La République démocratique du Congo est en danger. Chimbenko, il sera de notre, et aussi Maître Ferdinand Kabale, de la société civile. Tour à tour, ils vont échanger pour certainement éclairer l'opinion nationale et internationale. Alors, bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Situation humanitaire des déplacés de Rutshuru centre et autres territoires nord Kivu suite à la recrudescence des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une délégation du gouvernement et de l'Assemblée nationale séjourne à Goma pour identifier les dégâts et les besoins en vue d'apporter une réponse urgente à ces démunis. Dans la province du Haut-Katanga, ouverture ce jeudi du Forum national Tradition et Religion pour mettre fin aux violences basées sur le genre. C'est le gouverneur Jacques Kabula qui a donné le go à ces travaux au nom du Premier ministre Sama Lukonde. Au Kasaï oriental, la route nationale numéro 1 dans son tronçon qui relie la ville de Mbujimayi à celle de Mweneditu, dont la Lomami est menacée par presque 30 têtes d'érosion, une situation qui s'est aggravée au fil du temps à cause de la négligence. À ce jour, l'office de route Kasaï oriental s'active pour au moins stopper ce qu'elle peut pour permettre la continuité du trafic sur cette route capitale pour l'approvisionnement de la ville de Mbujimayi en divers produits de première nécessité. En dehors de nos frontières en Guinée équatoriale débute ce jeudi de la campagne électorale pour la présidentielle de novembre. Seuls deux candidats de l'opposition, Buenaventura Monsoy et André Somo, ont été autorisés à participer face au président sortant Teodoro Obiang au pouvoir il y a 43 ans, qui va briguer un 6e mandat en cas de réélection. Voilà l'essentiel des sujets qui seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste inconnue. Merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Tout à l'heure, nous allons recevoir les députés nationaux. Jean-Baptiste Kasekwa Mouindo. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Nous allons parler avec les députés nationaux. Je viens de tomber tout à l'heure sur un article de Jeune Afrique sur Vincent Karega. Le M23 doit se retirer, mais pour aller où? Au Rwanda. Mais ses membres ne sont pas rwandais. C'est sur ces propos que nous recevons le député national Jean-Baptiste. Bienvenue.
Merci, David. Voilà, les Rwanda ne reconnaissent pas les M23 comme faisant partie de leur patrie, comme étant des Rwandais. Donc ce sont des Congolais, les M23. Bien, même sous l'agression en 96-97, le Rwanda avait toujours nié être derrière l'AFDEL. Le Rwanda avait toujours nié être derrière le RCD, derrière le CNDP. Donc c'est du déjà attendu. Mais les preuves ont été présentées par les FARDC au mois de février-mars, par la capture des soldats rwandais à Biruma. Les populations témoignent, les rapports des experts des Nations Unies témoignent, des images satellitaires ont été prises. La question nous revient, nous Congolais, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin à ces guerres d'agression qui causent la désolation, qui causent la mort. Aujourd'hui, c'est toute la chefferie de Boucha qui est sous occupation. Boucha, c'est où? Au niveau du nord Kivu. Territoire de Rutshuru. Rutshuru, oui. Parce que Rutshuru est sous occupation de M23. À part Rutshuru compte deux collectivités. Il y a la collectivité chefferie de Boucha, occupée à 3/4 par les agresseurs du M23. Et puis il y a la collectivité chefferie de Bwito qui n'est pas encore sous occupation. Alors Rougari, effectivement, c'est dans le Boucha. Donc toute la route nationale numéro 2, vous quittez Goma, vous arrivez à Rougari, c'est autour de 40 km. C'est à partir de là que vous trouvez les forces d'occupation du M23 autour du Cal Terumangabo qu'ils occupent. Et de Rougari, vous allez jusqu'au territoire de Rutshuru, le centre de Rutshuru. C'est une grande commune. De là, vous avez la grande agglomération du territoire de Rutshuru, appelée la commune de Kiwanja, la commune rurale de Kiwanja, occupée jusqu'à la rivière Mabenga. Mais dans l'entretemps, avant d'atteindre Rutshuru, vous avez également des grandes agglomérations comme Rubare, comme Kako, comme Kalengera, sans compter la cité de Bunagana, le groupement de Jomba, toutes ces entités-là, la cité frontalière de Kitagoma, c'est donc une grande partie du territoire national, et cette partie constituait le grenier agricole du Nord Kivu, ce qui fait que le prix des denrées alimentaires a excessivement grimpé dans la ville de Goma. Toutes les populations ont fui, la plupart concentrées à Goma, dans des écoles, dans des églises, sans la moindre assistance. D'autres ont fui vers le nord, vers Lubero. Ils sont à Kanyabayonga, à Kirumba, abandonnés à elles-mêmes. D'autres ont fui vers Bwito, effectivement, dans la cité de Kibirizi. Bref, l'agression du Rwanda cause des morts, cause des déplacements massifs depuis que cette énième agression a commencé depuis le 8 novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Dans 5 jours, les premières attaques auront fait une année. Les populations ont été chassées de leurs terres. Elles ont fui une partie en Ouganda. L'Ouganda les a expulsées de force. On les a ramenés jusqu'à Rutshuru Centre. De Rutshuru Centre, voilà qu'elles ont fui à nouveau l'arrivée des troupes d'agression. Elles sont en train d'errer comme des brebis sans berger. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la solution? Il y a déjà demain le dialogue intercongolais qui a été convoqué au niveau de Nairobi. On parle du 3e dialogue. Est-ce que c'est ça la solution? Si la RDC pourrait faire partie de ça, quelles sont les concessions pour la République démocratique du Congo? Alors, deux choses à souligner. La première, c'est que Félix doit être surveillé de très près. Parce que même lorsque les M23 n'existaient pas, le M23 n'occupait aucun mètre carré du territoire congolais. Félix est parti les chercher. Il a signé des accords avec eux. La fameuse feuille de route du 28 octobre 2019. Il leur a promis l'intégration militaire politique.
il leur a promis l'amnistie. Alors qu'après la déclaration de Nairobi du 5 décembre 2013, eh bien, le retour au pays était soumis à des conditions dramatiques de justice. Donc, maintenant que ces gens-là, par des scénarios que nous ne parvenons pas à comprendre, comment Bunagana est tombé sous leur contrôle, ça combat. Comment Rutshuru et Kiwanja sont tombés à moins de 6 heures, de grandes agglomérations. Ces 2 grandes agglomérations tombent sous leur contrôle, ça combat. Mabenga, même chose. Rugari, même chose. Je suis en train d'exiger, si le Parlement était sérieux, nous devrions convoquer une commission devant laquelle l'état-major général de FARDC, le ministre de la Défense nationale. Mais oui, mais il a été dans la délégation. Il a été hier dans la commission. Se moquer de l'Assemblée pour dire, lui, il ne s'occupe que de la mise à condition. Tout ce qui est opération, il n'en sait rien. C'est révoltant. Donc. Mais c'est rassurant ce qu'il a dit. Rien ne te rassurera, David. Rien ne te rassurera. Il se lave les mains pour dire les opérations relèvent du président de la République qui a sous ses commandements le chef d'état-major général. Moi, je me limite à la mise à condition. Ce n'est donc pas à moi de te répondre de comment Rutshuru est tombé, de comment Bunagana est tombé. C'est lamentable. Il est pratiquement devenu le ministre de la défaite nationale parce que avant même que Rutshuru Kiwanja ne tombe, c'était d'abord Butembo, dans la nuit du 9 au 10, où des assaillants entrent, cassent les portes de la prison et emportent 822 assaillants qu'ils sont en train de former dans la chefferie de Bachou. Là, ce sont les ADF. Les ADF, oui, c'est avec ces assaillants qui sont venus attaquer, incendier l'agglomération de Mabuya, où une religieuse est morte. Et le ministre de la défaite nationale, il est là, devant les députés, vient dire « Je n'y suis pour rien, je suis post-Pilate », poser la question au président de la République, mais vous savez que constitutionnellement, le président ne répond pas devant l'Assemblée. Et même le chef d'état-major, est-ce que le chef d'état-major devra répondre devant l'Assemblée ou devant vous? Le minimum du respect vis-à-vis du peuple congolais était que le chef d'état-major général vienne nous expliquer comment cela est arrivé. Bon, là, ce sont des stratégies peut-être militaires qui ne voudront pas étaler au grand public. Mais la guerre a des conséquences fâcheuses que nous ne pouvons pas accorder à qui que ce soit. De se prévaloir d'une certaine prérogative pour abandonner des populations de Bunagana, de toute la chefferie de Rutshuru à la merci des agresseurs et dire que lui n'a de compte à rendre à personne parce qu'il relève de la présidence. Non. Nous devons demander des comptes et Félix peut se rassurer que les habitants de Goma, de Rutshuru, de Butembo, de Bukavu, toute la population congolaise ne va pas l'observer impunément pour dire, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne, il peut faire tout ce qu'il veut. Non. C'est des fêtes volontaires. Parce que pour moi, c'est du déjà vu. En décembre 2007, on nous a mis devant une défaite spectaculaire de Mouchaki. Parce qu'on voulait justifier la tenue de la conférence de Goma à faveur du CNDP. En 2005, alors que des vaillants militaires FARDC étaient sur le point de mettre le CNDP, vaillants militaires de FARDC, avec la 5e brigade, avec des noms célèbres au Nord Kivu, des noms de vaillants compatriotes, des commandants tels que les Mayala, les Kasikila, les Mayanga, les Rugaï, beaucoup d'autres, sur le point de neutraliser le CNDP. Ces troupes ont été régulièrement relevées parce qu'on voulait justifier la signature des accords. Donc je disais, premièrement, même lorsque les M23 n'occupaient aucun mètre carré, Félix a signé des accords avec eux. Ils sont en train de réclamer que la délégation envoyée par Félix leur aurait promis qu'il ferait partie d'une brigade spéciale qui ne dépendrait que du président de la République, qui serait chargé de traquer les FDLR à l'Est. Donc, maintenant qu'on leur laisse le territoire, nous devons être vigilants. Qu'est-ce qui se passe à Nairobi? Parce que nous savons comment la communauté internationale opère. En
2019, non, en 99, alors que nous étions sous le coup d'une agression, pour signer l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, on nous a obligés d'accepter toutes les conditions pour que les Nations Unies déploient une force d'interposition. Aujourd'hui, que le processus se passe à Nairobi. Or, nous ne comptons que sur les troupes kenyanes pour nous sauver de cette menace. Est-ce que le Kenya et toutes les puissances qui sont derrière le Kenya ne vont pas faire du déploiement de leurs forces une menace pour que RDC accepte toutes les concessions, toutes les demandes du Rwanda pour que rapidement nous puissions nous déployer, surtout que selon les concepts opérationnels, les forces sous-régionales sont prises en charge par chaque pays contributeur. Ruto a promis de reconstruire le Kenya. Est-ce qu'il va accepter que ces forces viennent mourir ici, demeurer le plus longtemps aux frais du Kenya? Non. Je crains que par la présence de ces troupes, il ne fasse pression sur le pouvoir à Kinshasa pour dire quelle demande le Rwanda, quelle demande l'M23. Or, les demandes du Rwanda ont toujours été des prétextes. Le Rwanda, tel que vous le lisez dans l'affaire des routes de Rwanda, le Rwanda demande que l'on règle la question des FDLR. C'est sous ces prétextes que le Rwanda est venu au Congo en 96-97. Si ces motifs pouvaient être valables en 96-97, est-ce que 25 ans après, la question des FDLR n'a toujours pas été réglée? On a autorisé au Rwanda d'entrer, venir opérer sur le sol congolais sous l'opération Umoja Wetu en 2009. Félix a même permis en 2019 que les troupes rwandaises opèrent à l'Est. Et ils se sont félicités d'avoir tué certains leaders FDLR. Pourquoi aujourd'hui le Rwanda peut brandir encore la même menace d'FDLR pour justifier son soutien au M23? L'autre argument qui a toujours servi de prétexte, c'est la présence de réfugiés congolais établis au Rwanda. Mais là aussi, j'ai dit que cette question ne se pose pas. Par l'accord du 23 mars 2009, on a autorisé à tous les combattants du CNDP de devenir FARDC et d'occuper 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu. De 2009 à 2012. Pourquoi pendant ce temps, leurs parents qui sont à Kigali ont continué à avoir peur de retourner en RDC? Quelle est la garantie dont ils ont? Parce que ces parents-là peuvent se prévaloir d'être l'une des communautés qui a le plus grand nombre de militaires, d'officiers dans les rangs des FARDC. Si eux aussi peuvent à nouveau réclamer des garanties supplémentaires, justifier une nouvelle agression aujourd'hui, au motif qu'ils ne se sentent pas en sécurité à Massissi, à Rutshuru, c'est un prétexte. Le Rwanda cherche autre chose. Et c'est là que je dis, nous devons surveiller de très près cette équipe des médiateurs de Félix. L'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable. Donc, ils ne doivent pas aller là-bas. Est-ce qu'il faut qu'ils y aillent? Est-ce qu'il faut qu'ils y aillent? En 2013, des négociateurs étaient partis à Kampala, mais pour démontrer à la communauté internationale que tous les arguments brandis par les M23 de l'époque étaient des prétextes qui ne valaient pas la peine. Et je dis bravo à l'équipe qui a négocié à ce temps-là, parce que, effectivement, la communauté internationale a compris et nous avons obtenu un succès diplomatique fort, la résolution 2098. Les brigades des Sud-Africains, des Tanzaniens, de Malawi sont venus et, en collaboration avec l'unité de commandement des FARDC, on a battu le Rwanda et l'Ouganda, on a battu le M23. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la même équipe d'experts? J'ai l'impression qu'on envoie des messieurs venus de la diaspora qui n'ont aucune maîtrise de l'histoire de cette guerre, qui n'ont aucune maîtrise des enjeux des relations entre le Rwanda, de se prétendre sur les Kivu. Ils signent n'importe quel genre de papier
Et puis diplomatiquement, je me pose la question de savoir les multiples voyages organisés. Pourquoi sont-ils incapables de nous rapporter le même résultat que nous avons obtenu en 2013? Bref, nous sommes dans une position délicate. La seule force dont nous disposons ici, c'est la mobilisation populaire. Et j'ai dit bravo à cette population de Goma, et aussi cette population de Bukavu. J'en appelle à la conscience de la population quinoise, de la population de toutes les provinces. Cette guerre ne risque pas de s'arrêter seulement à Rutshuru. En 96-97, l'agresseur n'avait pas l'intention de venir prendre Kinshasa en 7 mois. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que toutes les villes tombaient sans effort, il a changé d'agenda. Aujourd'hui que Kiwanja, Rutshuru tombe à moins de 6 heures, Bunagana tombe à moins de 6 heures, l'ennemi risque de se faire des idées et dire allez jusqu'à pourquoi Kinshasa, je vais m'arrêter à Goma, pourquoi je vais m'arrêter à Bukavu, alors qu'il y a... Et ainsi de suite. Nous devons nous mobiliser tous pour dire non à cette agression, pour dire non à des contrats léonais. On va signer des accords pour autoriser demain à ces gens-là à nouveau d'intégrer l'armée, de rester au Kivu. Pendant ce temps-là, les dirigeants chinois ont toujours eu la mémoire courte. Une fois qu'ils ont signé l'accord, ils viennent dormir, ça lui fait un voyage, sans développer la capacité militaire. Je continue d'insister que la pression que nous devons mener aujourd'hui consiste à ce que le budget de 2023 est de 14,6 milliards. Le budget de 2022 s'est élevé à 10,5 milliards. Affectons les 4 milliards à la montée en puissance de FARDC. Renforçons la force aérienne. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à Rutshuru exige l'intervention des avions. Nous avons vu l'aviation angolaise faire le tour dans le ciel ici. Il n'y avait pas une menace aussi grave que l'occupation de Rutshuru. Pourquoi on est incapable de négocier ce genre d'aviation? Nous voyons des drones d'origine turque intervenir en Ukraine, intervenir en Éthiopie dans la guerre contre ceux qui voulaient occuper Addis Abeba. L'Éthiopie a débloqué des moyens. Pour nous, les recettes augmentent. Non, et pour vous êtes beaucoup plus bercés, vous les députés, 14. On vous achète des jeeps, tout ça. Dans le budget 2021, le président de la République s'est octroyé une majoration de 793%. Le Premier ministre, une majoration de 710%. Sur les salaires de base, même l'IGF, des primes au-delà de 5000%. Les services de paie des enseignants s'est coupé. Une majoration de 45 000%. Donc on dirait, on s'amuse avec les recettes de l'État. Alors que les pays agresseurs sont en train de renforcer leur capacité de nuisance. On peut même bien négocier aujourd'hui. On s'est dit qu'il y a une accalmie. Mais 2 ans après, tel que nous le savons, le Rwanda va revenir et nous retrouver ça que nous nous ayons organisé. Donc, nous devons nous mobiliser pour nous rassurer que l'augmentation de 4,6 milliards de recettes soit affectée à l'armée, plutôt que d'attendre les 5 milliards prévus dans la loi de programmation militaire à 5 ans. Donnons les 4,6 milliards à 2023. Comme ça, nous mettons l'armée dans toutes les conditions. Nous reconstruisons les centres d'enrôlement dans le Baba Fouassende, dans le Massissi, dans le Beni, dans le Sud Kivu. Des jeunes sont nombreux à se faire enrôler, mais ils se disent, comment je vais laisser les Rwandais à Bunagana, à Rutshuru, et aller me faire recruter à Kitona? De Kitona, je n'ai pas l'assurance que je serai déployé à Beni, à Djougou, au Sud Kivu, pour chasser les agresseurs. Donc, avec ce budget, nous pouvons ouvrir tous ces centres, améliorer les conditions de traitement des militaires, renforcer notre logistique. Il est scandaleux de voir que même la tenue pose problème. Et enfin, nous devons interpeller le ministre de la Défense, chargé de la mise à condition. Est-ce que les militaires qui sont à Rutshuru, qui sont à Rwindi, qui sont partout, sont en train de manger? Est-ce que la ration leur parvient
où cet argent est Merci détourné. beaucoup. Donc, toutes ces questions-là méritent Merci une à pression vous. sur ceux qui nous dirigent Merci. pour qu'ils ne continuent pas à se transformer en ministre de la défaite nationale, Merci. alors qu'il a été investi pour la défense de l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa pour votre brillante intervention. Nous allons recevoir encore un autre acteur parce que nous avons consacré cette antenne certainement à la défense du territoire national. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Au risque d'aggraver les conflits dans ces pays. Ina Kitenge, il est de la société civile. On va parler certainement de la République démocratique du Congo, des dialogues, comment sauver la patrie. Monsieur Maître Ferdinand Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur David. Voilà, je pense qu'on est en train de corriger. Guilain, c'est Kitenge, Ferdinand Kitenge. Oui. C'est ça, son nom. Oui. Voilà, aujourd'hui, les FARDC, aujourd'hui, les dialogues. Quelle est la position de la société civile par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC, surtout lorsqu'il s'agit de l'insécurité? Merci beaucoup. Bon, vraiment, je commence par consoler et saluer d'abord les efforts de nos compatriotes qui vivent en ce moment la situation très, très pertinente liée à la sécurité de la nation. Au niveau de Rutshuru, Bunagana, presque tous les nord, sud Kivu, y compris l'Ituri. Parce qu'au moment où nous parlons ici, il y a de nos compatriotes qui vivent dans des situations très précaires. À l'occurrence, les enfants, les femmes plus âgées, tout ça, les personnes plus vulnérables sont très touchées. Ça fait plusieurs décennies que les gens sont en souffrance. C'est quelque chose qui touche toute la nation et qui demande que les efforts de la population générale soient concentrés afin que nous puissions quand même attaquer l'ennemi, parce que trop c'est trop. Voilà, cette question elle est très primordiale à notre niveau, surtout au niveau de la société civile et révolutionnaire, où vous avez vu presque partout où elle est implantée, nos membres, entre autres, c'est tous ceux qui sont dans le nord Kivu où ça chauffe, ils sont en train de déplorer, de nous communiquer à tout moment. Donc nous sommes bien informés et nous suivons la situation qui se passe là de plus près pour trouver des solutions au travers nos autorités, en l'occurrence le président de la République qui est le garant de la nation. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, par rapport à cette situation, donc comment mutualiser les efforts pour faire face à cette déstabilisation de la RDC, dans l'est de la RDC, dans l'est du pays? Nous sommes en train de mutualiser nos efforts au niveau de la cohésion nationale. Où vous avez vu la population congolaise, en particulier ceux qui sont dans le nord, et voire même ceux qui sont à Kinshasa, c'est presque partout, où tous les Congolais sont soudés, sont touchés,
derrière le président public et derrière nos FARDC. Bon, nous sommes encore très préoccupés par rapport à cette agression extérieure du Rwanda sous le label du M23. Ce n'est pas quelque chose de hasard ou quelque chose à négliger, parce que ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. Ce n'est pas une lutte qui a vu jour 2 ans plus tard, mais c'est une lutte qui a commencé depuis 1996, depuis l'entrée de l'AFDEL, au travers des accords qui ont été signés, je crois bien, le 23 octobre 1996, l'accord de l'Emera, ce qui est à la base de tout ça, parce que Moussé Kabila s'est engagé, il avait accepté de transporter une charge dont il ne savait pas les contenus. Bon, voilà ça se dit, il n'y a pas de preuves par rapport à ça. Ce sont des légendes. Est-ce qu'il y a des preuves par rapport à toutes ces allégations? Aujourd'hui, en fait, demain, il y a ce dialogue intercongolais qui est convoqué par l'Union africaine et la société civile. Sa réaction. Nous disons ceci avant d'arriver à ce dialogue. Parce que le dialogue de l'Union africaine, ce n'est qu'un mécanisme diplomatique qu'on ne refuse pas. Mais nous sommes signataires de plusieurs actes, notamment la charte de l'ONU, la charte des droits de l'homme, la charte africaine du bien-être de la population, tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tous ces instruments internationaux sont respectés par le Rwanda? Non. Le Rwanda ne respecte pas. Le Rwanda ne respecte pas. Est-ce qu'il faut que la RDC participe à ce dialogue? Bon, nous avons dit que ce sont des moyens diplomatiques où on ne peut pas dire non ou oui. Les vents sont en cours. Vous avez vu dernièrement, il y a eu nos délégations qui sont parties à Nairobi pour échanger. Mais ici, nous devons être clairs parce que le pays est agressé. Nous sommes en guerre. Bon, nous devons d'abord comprendre. Nous irons dialoguer avec qui? Pourquoi? Où? Par rapport à quoi? Vous voyez que ce sont des occupations illégales et illicites infligées par les étrangers. Les Rwandais, en complicité avec les multinationaux français, qui sont en train de soutenir encore moins. Donc ce sont eux qui vont encore imposer les menus au niveau de ce dialogue. Donc, parce que vous parlez des multinationales, est-ce que la RDC doit certainement envoyer des délégués à Nairobi? Bon, les négociations ou les pourparlers de Nairobi, nous ne refusions pas. Nous avons dit que ce sont des voies diplomatiques. Ici, nous devons d'abord juger la question principale. C'est quoi cette question? L'objectif de cette guerre, c'est quoi? Si vous voyez correctement, c'est une guerre sans objet, sans fondement. Mais eux réclament leur intégration, ils réclament le rapatriement de certains réfugiés qui sont soit en Ouganda ou au Rwanda. Nous devons savoir qui réclame. Est-ce que le Rwandais? Quel jour qu'un Congolais ira au Rwanda pour réclamer son droit au Rwanda? Le Rwanda appartient aux Rwandais. Le Congo appartient aux Congolais. Point barre. Si le 1-23, ce sont des terroristes, vous savez, n'oubliez pas, ils sont en train de commettre des tueries, d'incendier des maisons de population, de brûler les gens vifs. Mais là, avec cette thèse-là, considérer le M23 comme terroriste, vous ne voyez pas que c'est encore une barrière de plus pour la RDC de pouvoir négocier? Parce que comment vous taxez des terroristes maintenant, vous vous retrouvez autour d'une table? L'option est simple et claire. Nous ne pouvons pas. Les négociations, nous pouvons mettre de côté. Mais au moment où nous parlons avec vous, nous avons quelques territoires déjà occupés. Il y a Bunagana, une cité très stratégique occupée. Nous avons aujourd'hui Kiwanja. Il y a plusieurs cités. Rutshuru centre, Rutshuru centre, occupé. Kanyabayonga, occupé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Avant d'aller dans les négociations, c'est comme la distance de Kinkole jusqu'à la gare centrale. Donc nous sommes à la porte de Goma. De Goma. Oui. Parce que quand vous regardez la carte, merci Guilain,
de nous présenter cette carte, Nord Kivu, Rutshuru, Kanyaba. Donc, c'est à quelques kilomètres de Goma. Je vous assure, à la porte de Goma. Je maîtrise bien le coin et le milieu. C'est presque à quelque chose de 27 à 26 km de la ville de Goma. Et nous ne pouvons pas permettre que l'ennemi vienne assaisir le territoire national et nous nous engageons les négociations. Combien de fois les M23 ou le Rwanda en général a contracté des négociations avec le Congo? Si je m'abuse bien, je ne me trompe pas, au mois de mai 2002, il y a eu même une plainte qui a été déposée devant les instances internationales, à savoir la Cour de justice, la Cour internationale de justice, où le professeur Toumbalouaba fut l'un des agents qui avait signé sous cette plainte-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette requête avait produit quoi? Puisque le Rwanda est en train de bafouer et les lois du Congo et les lois internationales où le Congo fait partir. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, l'ONU et le Conseil de sécurité n'a pris aucune décision stricte pour aucune résolution contre le Rwanda. Mais nous ne pouvons pas continuer à dialoguer. Le mieux à faire ici, c'est quoi? Les résultats sortiront que par la voie de la guerre. La voie de la guerre. C'est l'unique résultat. Mais au niveau de la guerre, ça coince un tout petit peu. Non, c'est faible capacité de stratégie de nos militaires. Ça, ce sont des matières qu'on ne peut pas évoquer ici, mais nous devons le dire. Mais quand Kiwanja tombe, tout ça, c'est... Non, il n'y a pas eu guerre. Ils sont venus occuper sans échange de coups. Il n'y a jamais eu guerre. Les militaires appellent le rebelle, les Rwandais, venez, nous nous déplaçons d'ici. Ils se déplacent. Quand un militaire, son commandant quitte et il fuit, vous allez dire que les troupes vont persister? Non. C'est alors, il faut voir. Or, moi, je déteste même plusieurs généraux qu'on a au Congo ici. Ils font quoi? C'est mal dans les commerces de trafic d'influence. Or, la population souffre pour c'est le moment. La raison pour laquelle nous devons donner une chance à nos voyants militaires et surtout avec des nouvelles mises en place qu'on peut espérer que la donne va changer. Voilà pourquoi c'est une question tout simplement que nos populations soient derrière le commandant suprême et soit derrière nos militaires pour qu'on forme l'unité, qu'on dénonce, qu'on attaque les ennemis. Cette fois-ci, même les Congolais, vous trouvez les Rwandais militaires qui sont dans les groupes terroristes, attaquez-les. S'il s'agit de les tuer, tuez-les. C'est clair. Parce que ça énerve la population. Ça énerve, effectivement. Mais les négociations, on ne refuse pas. Il y a les Kenyans. Vous avez vu même les troupes ougandaises. Quand ils sont venus chez nous ici, ils ont comploté contre ils ont comploté encore contre nos FRDC. Donc c'est dire que tous ces États-là qui sont Tutsis, aux Africains, quoi que ce soit, qui sont de notre continent, qui sont de l'Afrique, tout ça, dès lors qu'ils sont tous, ils ne contribueront jamais à la vie des Congolais. À la vie des Congolais. Parce que le Congo, c'est une forme qui est enviée par tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est nos minéraux, nos ressources naturelles, qui sont en train de tout faire pour occuper, en fait, d'aller fabriquer les téléphones, les choses puis tout ça. Merci. Les laptops pour avoir de l'argent. Merci. Mais cette pratique est déjà jadis. Merci beaucoup, maître. Ils doivent venir par la porte. Maître Ferdinand Kitenge, on comprend qu'avec nos voisins, aujourd'hui, le Rwanda est devenu le premier producteur du coltan, de l'Ouganda avec une raffinerie. Nous avons l'Angola, premier producteur du pétrole, et le Kenya avec des banques. Bon, ce sont nos voisins. Voilà que vivent ce partenariat. On va recevoir notre dernier invité. Cette fois-ci, ce sont les forces vives, les partis politiques. Ça, c'est le point de vue de la société civile. Merci, Maître Kitenge. Nous vous aurons de temps en temps dans nos éditions pour porter la voix de la société civile. Merci tout de suite, beaucoup. cette fois-ci, politique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette liberté de dire les choses ouvertement. Vous savez que la presse qui se passe à Kinshasa, elle est limitée. Elle doit dire des choses pour plaire. Ceux qui ont le courage de dire la vérité ouvertement, vous avez l'information, Yves Bouya était arrêté, détenu illégalement, arbitrairement. Nous qui avons eu la chance
de sortir, nous ne savons pas rentrer et travailler dans ces conditions-là. Nous pensons que ces volets de la lutte sera intégré dans votre combat pour que la presse qui va travailler dans votre pays soit libre et que le journaliste ait la liberté de dire des choses pour que les choses avancent. Si nous sommes au Canada, nous voyons comment les confrères canadiens font leur travail. Ils ont l'accès facile à l'information. Ils disent des choses là où ça ne va pas. Le plus important, que le peuple canadien se retrouve, que le Canada avance. Et ce que nous plaidons ici, à travers ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que vous puissiez vraiment, Monsieur le Président, intégrer cet aspect des choses pour que quand vous allez prendre le règne effectif, votre impérium, que les choses se passent autrement. Désiré Tshimbenkoy, il faut que je l'appelle ainsi, Tshimbenkoy, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Parti politique. Aujourd'hui, pour vous, vous voulez aussi organiser une marche pour soutenir les FARDC. Voilà, pour nous au niveau de l'Alliance populaire pour le social, nous avons levé 3 phases de résolution. La toute première phase de résolution, c'est de soutenir en boucle toutes les résolutions qui ont été prises au niveau du Conseil supérieur de la défense, spécifiquement la résolution du gouvernement qui porte sur le refus de négocier avec le groupe terroriste, le M23, parce qu'aujourd'hui, le dialogue a déjà démontré les multiples insuffisances, étant donné que ce... Mais demain, l'Union africaine a convoqué les dialogues. Par ce multiple dialogue que nous avons été infiltrés jusqu'à la moelle épinière, et l'option des dialogues doit être absolument écartée. Mais lorsque l'Union africaine, il faut boycotter. Pour vous, il faut boycotter. Nous sommes en train de nous inscrire dans la logique d'une coopération, que ce soit dans la bilatérale, que ce soit dans la multilatérale, mais une coopération qui soit fondée sur la sincérité. Et à partir du moment où nous constatons que le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'il faut ajouter qu'au-delà du Rwanda que nous accusons et qui est effectivement les commanditaires des attaques à l'est de la RDC, s'ajoute aussi le Rwanda qui est aussi une épine au pied de la sécurité congolaise. Et donc, dans notre première phase de résolution, nous disons qu'il faut absolument saluer ces mesures qui ont été prises par le Conseil supérieur de la défense, mais dans la deuxième phase de résolution, il faut demander au gouvernement, dire au président de la République de rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, notamment dans le rappel de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. Non, je parle de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. Oui. Il faut le rappeler. Il faut aussi expulser l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC et il faut fermer les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Fermer aussi les frontières entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et donc, il faut que toutes ces mesures soient prises et que nous soyons dans une autre phase de solution. Alors, dans la troisième ligne, nous disons, il y a un rapport des experts des Nations Unies qui tiennent pour responsable ces actes d'atrocité la République du Rwanda. Mais ce rapport qui a été documenté et on a assisté de partout à des condamnations. Mais l'Alliance populaire pour le social voudrait qu'on puisse aller loin. Qu'on ne se limite pas seulement à condamner, à dénoncer. Il faut quoi, parce qu'il y a des principes de droit international qui permettent aux organisations internationales de sanctionner les États agresseurs. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Ukraine, qui est sanctionné par l'Union européenne, sanctionné par toute la communauté internationale. Jusque-là, le Rwanda n'est toujours pas sanctionné. À partir du moment où l'ONU, qui, à travers ses experts, a reconnu qu'il y a implication de la République du Rwanda au massacre qui se passe à l'est de la RDC, il faut sanctionner. Et donc, nous, la population, nous allons marcher ce 5 novembre 2022 pour demander à la communauté internationale de ne pas se limiter seulement à dénoncer, à condamner, mais à passer de cette étape à l'étape des sanctions, parce que les États qui se comportent comme de belliquets dans les théâtres des nations et qui sont des États agresseurs sont soumis et doivent connaître des sanctions diplomatiques afférentes. Et quand nous parlons de cette question de dialogue, vous savez, Jean-David, je suis sidéré.
toutes les fois que j'attends des hommes politiques congolais le discours du dialogue, comme si on n'a pas encore fait ce dialogue dans ce pays. On a fait plusieurs dialogues. Et vous savez ce que ce groupe terroriste ont toujours voulu dans les dialogues. Le brassage, le mixage. Et c'est à travers ces opérations de brassage et de mixage qu'ils infiltrent nos services et qu'à chaque fois que nous voulons développer notre pays, le président de la République s'emploie tout de suite à réformer l'armée. Il trouve que la République démocratique veut aller de l'avant et il nous attaque pour nous empêcher effectivement d'amorcer le processus de développement de notre pays. Et donc il faut refuser l'option du dialogue. Il faut aujourd'hui demander à la communauté de sanctionner le Rwanda et rompre toutes les relations diplomatiques. Alors, tout de suite là, j'ai entendu l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, qui essaie un peu de tirer à boulet rouge, un peu presque inutilement, permettez le terme, à l'égard du ministre de la Défense. Mais il faut dire que même à la politique de la vice-ministre de la Défense. Non, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors il faut que les gens comprennent que au niveau de la politique de la défense, il y a deux phases. Il y a la phase de l'opérationnalisation et la phase de la définition de la politique. Et le ministre de la Défense est dans la phase de la définition de la politique de la défense. L'opérationnalisation des actions politiques qui sont concordées en collaboration avec le président de la République sont exécutées par l'état-major général des forces armées avec le régiment militaire, le zone de défense et toutes les unités, toutes les forces qui composent les forces armées. Alors, il ne faut pas demander au ministre de tenir une arme et lui poser des questions du genre. Le ministre n'a pas donné de rapport. Le ministre est dans la phase de la définition de la politique et il assure... Il a lavé les mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu s'assumer. Et pour lui, il a voulu que le ministre s'assume en tant que chef du secteur, chef de ce ministère. Aujourd'hui, Bunagana est tombé, aujourd'hui Kiwanja et autres villes qui étaient sous contrôle des FARDC qui passent sous contrôle du M23, il doit s'expliquer. Mais le ministre s'explique et il s'est toujours expliqué par rapport à cette question, mais ne demandez pas au ministre de dévoiler les secrets des forces et ne dites pas au ministre qu'il n'y a rien qui est fait, qu'il n'y a pas eu des affrontements et que les forces terroristes ont débarqué dans ces territoires sans le moindre effort. Non, il ne faut pas profiter de cette question pour récupérer politiquement. Ce serait trop dangereux. Parce que si l'État congolais n'existe pas dans sa forme démocratique... Mais il a dit d'abord des 6 heures, des grandes localités sont tombées. On ne deviendra pas député, on ne deviendra pas président de la République, on ne deviendra pas ministre. Alors nous devons protéger notre pays, demander à toute la population à travers les 26 provinces à se mobiliser. Nous déjà, au niveau de l'Alliance populaire pour le social, ce samedi, nous serons dans le riz de la ville de Kinshasa, précisément dans la Tchangou, pour demander à la population de se souder derrière les forces armées, le président de la République et toutes les institutions. Pourquoi ce Tchangou? Vous avez, pas ce Tchangou-là, il y a beaucoup de monde. Vous allez mobiliser dans d'autres communes. Nous ne sommes pas dans une phase, nous ne faisons pas une mobilisation politique. Il faut faire la différence. Nous sommes dans un état de danger criant. Oui, mais parce que vous êtes politique. Nous sommes dans la mobilisation patriotique. Vous aimez tirer des occasions, des opportunités. Nous sommes dans la mobilisation patriotique. Nous appelons tous les Congolais et nous le faisons au-delà des tendances politiques. Que ce soit ceux de la société civile, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, la société civile, la majorité et tout le monde, nous demandons à toute la population congolaise, toutes tendances confondues, à pouvoir se lever, car le seul partenaire crédible en ce moment du président de la République, c'est le peuple congolais. Conformément à l'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui attend l'exercer en violation de la Constitution. Et je pense que c'est cela qui est fait dans les zones occupées illégalement par le groupe terroriste. Et nous demandons à ces jeunes de se lever et de défendre la patrie, car cette responsabilité est constitutionnelle et nous avons besoin de notre pays dans le moindre détail. Nous ne céderons pas un seul centimètre de notre... Et nous demandons à la classe politique de se souder, parce que ce n'est pas le moment de récupérer la situation politiquement.
tous ces gens qui s'appellent des députés, qui récupèrent la situation comme qui ignorent et qui veulent croire que c'est une affaire qui concerne un individu, ne deviendront pas ce qu'ils sont aujourd'hui si la République démocratique du Congo n'existe plus. Alors, au peuple congolais, de partout, là où vous vous trouvez, à tous les Quinois, nous vous invitons ce samedi 5 novembre 2022 à vous mobiliser de partout là où vous êtes pour pouvoir marcher contre l'invasion rwandaise en RDC. Et nous, la jeunesse congolaise, nous sommes disposés à accompagner toutes les institutions pour barrer la route à l'invasion rwandaise. Notre pays restera tel qu'il est et qu'aucun centimètre ne sera cédé à qui que ce soit. Et nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut. Donc, nous avons beaucoup reculé dans ce pays et c'est le moment pour nous tous de nous lever pour pouvoir défendre dans la solennité notre patrie derrière le président de la République, chef de l'État. Cette fois-ci, c'est l'Alliance populaire pour le social qui s'élève et qui lance ce cri dans Merci beaucoup à vous, Désiré Chimbenkoy, de cet appel lancé à tout le Congolais épris de patriotisme afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, la grande édition y sera à 20h dans l'Est de la RDC. Ça sera avec Arlette Boutella, dit communément Boutsker. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.